Nous allons faire un parallèle entre la piraterie d'hier et les émeutes d'aujourd'hui. En effet, nous avons essayé de trouver des exemples historiques plutôt anciens où la mort d'une personne entraînait une révolte. Mais je n'en connais pas. Soit c'est un groupe qui se fait massacrer, soit cela passe par un meurtre d'une personne importante dans la communauté qu'elle représente. Alors adieu la Saint-Barthélemy, elle sera traitée dans une autre vidéo. C'est alors que Trublion m'a soufflé que la révolte des pirates était aussi une révolte sociale. Alors, certains diront que ce moment, c'est surtout une révolte des racialisés. Ne vous inquiétez pas, la question sera aussi traitée. Et maintenant, comme c'est une idée de Trublion, une fois n'est pas coutume, je vais lui laisser la parole. Forcément, parce que je suis breton, les bateaux c'est moi qui m'y colle. Raciste. Je suis marseillaise et idiot. La piraterie, dont nous avons longtemps eu une image si épique et romantique, est un immense sujet. Cette pratique, qui remonte de l'Antiquité à aujourd'hui, s'est pratiquée dans toutes les mers du monde. Nous allons donc nous concentrer sur l'âge d'or de la piraterie, dont nous développerons les contours plus tard. Nous aborderons plusieurs points, les origines de cet âge d'or, les revendications, modes de consommation et de vie des pirates, leur mode d'action. Nous verrons aussi au fur et à mesure les différences entre la piraterie d'hier et les émeutes et pillages d'aujourd'hui. Ensuite, nous aborderons la question des relations successives des pirates avec le reste du monde. Et enfin, nous évoquerons comment et pourquoi cet âge d'or de la piraterie a pris fin. Alors, c'est quoi l'âge d'or de la piraterie? C'est une période qui dure grossièrement de 1650 à 1730 et dont l'apogée est de 1713 à 1726. Cette piraterie s'exerce dans la mer des Caraïbes. Et je me permets une petite précision sur les termes. La piraterie désigne l'activité de s'attaquer à n'importe quel navire ou proie quelconque et est illégale. Le corsaire, c'est différent. Il a une lettre de marque l'autorisant à attaquer un navire ennemi, à condition de verser une part du butin à son commissionnaire. Cette activité est légale. Quant au flibustier, il est entre les deux, et certaines de ses actions peuvent être légales et d'autres non. Enfin, le terme de boucanier désigne trappeur ou chasseur vivant de la vente de la viande et du cuir de ses proies. C'étaient des durs à cuire dont les excellentes capacités de tir en faisaient des recrues occasionnelles de choix pour tout équipage. C'étaient des intérimaires de la piraterie. Et tout ce beau petit monde sont des forbans, c'est-à-dire au banc de la société. Maintenant, remettons un peu de contexte. À l'époque, des guerres entre les différentes puissances coloniales se succèdent pour la domination des richesses des Amériques. Ces puissances sont l'Espagne, le Portugal, le Royaume-Uni, les Provinces-Unies et la France. Il faut bien avoir en tête que les richesses provenant des Amériques, or, argent, sucre, cacao, café, tabac, coton, esclaves, sont réputées inépuisables. Pour mener ces guerres, et notamment ramener toutes ces richesses en Europe, ces pays ont besoin de toujours plus de marins, lesquels ne sont pas toujours volontaires. Comment ça, pas toujours volontaire? Imagine, tu es tranquille à prendre une bière dans un bar, puis tu as deux gars super sympas qui te payent un autre verre. Et après une cuite mémorable, dont tu n'as gardé aucun souvenir, tu te réveilles avec un mal au crâne de tous les diables. Dans un bateau puant, infesté de rats. Là, c'est bonne ambiance. La bouffe est enrichie aux parasites, tu fais un régime minceur efficace, avec des coachs sportifs enthousiastes. Et contrairement à Comme j'aime, tu n'as rien à payer. Tu reçois même un léger dédommagement. Ces vacances t'offrent des perspectives d'avenir, le scorbut, des sensations mortellement fortes, ou même la chance d'aller nager avec les requins. Bref, c'est le Club Med version 18e siècle. Oui, mais là c'est lorsque tout se passe bien, en période de guerre, sinon c'est pire. Pire qu'en période de guerre? Oui, parce que la guerre, c'est bien joli, mais de temps en temps, il faut bien être raisonnable et faire une pause pour compter les points pour la prochaine guerre. En temps d'accalmie, hors de question pour les États de garder de grandes flottes devenues inutiles. Ça coûte beaucoup trop cher.
Donc, nos petits marins ont deux solutions. Quelques chanceux gardent leur emploi de marin. Ils voient une diminution de leur salaire, mais seront largement rétribués en coups de fouet. Les vénards, Les autres sont largués au port le plus proche et livrés à eux-mêmes. Pour ce qui est des matelots ayant rejoint un équipage corsaire ou flibustier, les temps de paix ne sont guère mieux. Leurs lettres de marque sont révoquées, en théorie, et ils ne peuvent plus arraisonner de navires. En somme, ils sont au chômage technique, ne pouvant plus exercer leur activité. Cette situation s'aggrave en 1713 avec le traité d'Utrecht qui met fin au conflit généralisé. En effet, la guerre de succession d'Espagne était une guerre généralisée. Et à ton avis, que se passe-t-il quand on regroupe dans des petites villes des gens sans emploi, sans espoir, sans moyens de subsistance, mais avec la désagréable impression d'être le dindon de la farce? et là, c'est le drame. Pour la plupart, la seule chose qu'ils savent faire, c'est naviguer et se battre. Ils commencent donc à se regrouper en équipage de toute taille et embarquent sur tous les bateaux pour peu qu'ils soient suffisamment rapides et manœuvrables. Au fur et à mesure, les équipages grandissent, utilisant à leur profit les bâtiments qu'ils capturent, pouvant passer de petits navires, appelés sloops, manœuvrables par une petite dizaine d'hommes, à des frégates négrières nécessitant plusieurs centaines de marins, comme le Queen Anne's Revenge, capturé par Barbe Noire en 1717. Tous ces pauvres bougres s'organisent progressivement dans certaines villes repères comme l'île aux Tortues ou le célèbre port de Nassau. Lassés des exécutions de leurs officiers ou supérieurs hiérarchiques, ils cherchent à établir un nouveau modèle social plus égalitaire, empreint de liberté. Cela se traduit généralement dans le fait que le navire était souvent la propriété commune de l'équipage dont les membres votaient pour élire, voire destituer le capitaine. Et si cela peut nous paraître banal aujourd'hui, quoique, pour l'époque c'était révolutionnaire. Dans certains cas, il apparaît même une certaine forme embryonnaire de sécurité sociale pour des membres de l'équipage ayant eu des accidents de travail. Bon, cela ressemble plus à une assistance mutuelle, mais l'idée est là. En découle un réel sentiment d'appartenance à un groupe social. Attention, il y avait de fortes méfiances, inamitié, rivalité et bien sûr trahison entre eux. Pour autant, le sentiment communautaire grandit de plus en plus. Cette fraternité de Forban, cette idée d'appartenance, finit par gagner même les plus patriotiques des pirates, qui se refusaient à attaquer des navires de leur pays d'origine, ou à défaut les faire exclure de l'équipage. À titre d'exemple, le capitaine Hornigold, qui interdisait la prise de bateaux anglais, fut destitué de son commandement. Autre preuve de cette identité, le fameux drapeau noir, joyeusement appelé le Jolly Roger. Si chaque Jolly Roger était différent, car il était plutôt une carte de visite du capitaine des pirates, le symbole en lui-même était partagé par tous les pirates de la même façon. On trouve l'idée d'un code de la piraterie, dont le plus connu est attribué au pirate Henry Morgan, 1635-1688, et Bartholomew Robert, 1682-1722. Il est intéressant de voir que ces codes avaient des différences d'un équipage à l'autre. Là où les États imposaient leurs lois à leurs sujets sans qu'ils n'aient le choix de l'accepter, le refuser ou seulement de l'aménager, le pirate peut accepter ou refuser d'incorporer un équipage dont les règles ne lui conviennent pas. Sa voix sera même prise en compte pour modifier le dit code. Après tout, Kant dira quelques années plus tard que la vraie liberté, c'est de s'obéir à soi-même. Cet esprit communautaire est parallèlement renforcé par l'extrême diversité des origines des matelots qui composent l'équipage. Il est vrai que beaucoup de pirates étaient initialement des désœuvrés, mais l'aura de la liberté et de l'égalité qu'il dégageait a attiré des personnes de tout horizon et de toutes conditions. Ainsi, on peut retrouver dans un même équipage un ancien esclave ou une jeune fille de bonne famille, à l'instar de Anne Bonny. Certains sont entrés dans la piraterie pour avoir l'occasion d'assouvir leur haine.
comme Daniel Montban, dit l'exterminateur des Espagnols. Le major Stede Bonnet, 1688-1718, a choisi d'abandonner sa lucrative plantation pour devenir pirate et pour échapper à son épouse. Inversement, Samuel Bellamy, 1689-1797, s'est engagé afin d'avoir les moyens d'épouser la femme qu'il aimait. D'autres voulaient juste être célèbres, comme Barbe Noire, vers 1680-1718. Pour le coup, il a réussi. Pour eux, l'idée d'appartenance à un pays s'efface au profit d'une philosophie de vie. Les États les qualifieront d'ennemis de toutes les nations. Des Forbans parfaits, ils seront des hommes de la mer. Un peu comme aujourd'hui, pas vraiment considérés comme français, mais pas franchement considérés par leur pays d'origine. Certes, ils sont invités à envoyer leur argent au bled, mais City coûte un AOC, Un AOC. algérien d'origine contrôlée. Ils ne sont plus considérés comme l'un des leurs, et l'Algérie et l'Iran à belle gueule à demander aujourd'hui que l'on s'occupe bien de leurs ressortissants. Alors je vais tout d'abord te fixer leurs objectifs. Avoir du pognon pour se payer des filles et de l'alcool. Du rhum et des femmes chansons. En fait, rien n'a changé. Morceau de rap. Pour avoir ce fric, tous les moyens sont bons. Piller les villes, comme Canada par Henry Morgan en 1665, ou Maracaibo par François l'Olonnais en 1666, puis les rançonner, racketter ceux qui peuvent payer, bref, il n'y a pas de petit profit. Mais évidemment, le meilleur moyen est de capturer un navire marchand et de revendre la cargaison. En ce qui concerne la violence de ces attaques, cela dépend beaucoup de la résistance de la proie et du capitaine. Il y a d'ailleurs une différence notable entre ceux qui abordent le pavillon noir, lequel signifie rendez-vous ou ça va saigner, et ceux qui abordent le pavillon rouge, où de toute manière ça va saigner. À titre d'exemple, Barbe Noire a très bien su théâtraliser la peur qu'il inspirait. Il se représentait bardé de pistolets de la tête aux pieds, sa longue barbe tressée avec des rubans de couleur et des mèches de poudre noire auxquelles il mettait le feu. Le tout ajouté à son imposante stature et sa réputation féroce, terrifiait ses victimes. Et pourtant, contrairement à d'autres, rien ne prouve qu'il ait torturé ou exécuté des prisonniers. François l'Olonnais, de Eléo des Espagnols, dont nous avons déjà parlé, était réputé pour sa sauvagerie. Une de ses exactions, parmi bien d'autres, aurait été d'avoir personnellement décapité 22 prisonniers espagnols alors que le navire avait déjà été capturé. Et, ne se contentant pas de si peu, il lécha leur sang sur sa lame après chaque exécution. Il n'aurait laissé qu'un seul survivant pour qu'il fasse sa publicité. Bien que l'exagération de l'événement soit aujourd'hui un objet de débat, sa violence est attestée. On peut aussi citer Edward Head Law, 1690-1724. Celui-ci était réputé pour son esprit créatif qui le poussait à inventer et expérimenter de nouvelles tortures lorsqu'il faisait des prisonniers. Mais ce n'était pas toujours le cas. En effet, si des Castillans tombaient entre les mains, il ne faisait pas de prisonniers. Par contre, il les exécutait systématiquement. La terreur qu'il inspirait et sa brutalité étaient telles que, selon la légende, son propre équipage l'aurait abandonné, lui et ses deux derniers fidèles, en pleine mer, dans une barque, sans vivres et sans rames. Mais heureusement, il aurait été sauvé par des marins français qui le livrèrent aux autorités et qui le pendèrent. Et que se passait-il lorsqu'il rencontrait des navires négriers? Alors, pour eux déjà, c'était jackpot. Parce que, en plus des esclaves, les navires négriers transportaient toujours beaucoup de richesses, ce qui en faisait une cible de choix. Ensuite, concernant les humains, ça dépendait. Les esclaves pouvaient être libérés et même enrôlés dans l'équipage. Ils pouvaient aussi devenir les esclaves de ces mêmes pirates, revendus ou même relâchés si personne ne voulait les acheter. Donc, si je te comprends bien, généralement, les pirates étaient avant tout pragmatiques et avisés en fonction de leurs besoins du moment. Et la couleur de peau était secondaire pour eux. De façon générale, c'est exact. Les seuls pour qui la couleur de peau était vraiment importante étaient les ressortissants des pays colonisateurs.
Beaucoup d'équipages comprenaient un nombre important d'anciens esclaves. On rapporte par exemple qu'à une époque, plus de la moitié de l'équipage de Barbe Noire était constitué d'anciens esclaves. Alors, si je résume, ces pauvres bougres se retrouvent enrôlés de force dans un combat qui n'est pas le leur. Et c'est vrai que cela fait penser à l'immigration algérienne. Ils sont au banc de la société sans espoir d'avenir et de travail. D'accord? Ils s'engagent dans des activités illégales, toujours d'accord, et ils y trouvent une certaine forme de reconnaissance sociale. Ok. Mais là où la situation des banlieues est différente, c'est d'une part qu'aujourd'hui, ils bénéficient d'un certain nombre de services, notamment de la sécurité sociale. Par ailleurs, leur organisation de deal est loin d'être égalitaire. Et j'ajouterais que nos émeutiers sont l'archétype de l'homme viril et macho. Concernant leur mode d'activité, c'est assez similaire. Ils désirent un certain nombre de choses et au mieux, ils te le demandent gentiment et ils attendent que tu refuses pour te massacrer. Au pire, ils sautent la première étape. La différence notable, c'est qu'ils ne détruisent pas pour détruire, sauf vers la fin. Et surtout, ils ne détruisent pas les biens qui peuvent leur être utiles, fût-ce des esclaves noirs. Concernant les modes de vie, c'est vrai qu'elle est assez similaire. Une espérance de vie assez courte, un goût prononcé pour l'argent, les femmes et la violence. Finalement, la seule vraie différence est le rapport à la couleur de peau. Si à l'époque le racisme était la pensée dominante du monde occidental, les pirates, eux, agissaient d'abord selon leur intérêt du moment. Alors qu'aujourd'hui, le mot racialisé est dans nombre de bouches de ceux qui défendent les casseurs et les casseurs eux-mêmes, alors que le reste de la société occidentale a plutôt une vision libéraliste, qu'est-ce que l'individu peut-il apporter à la société? Mais alors, quelles vont être les différentes phases de leur relation avec l'État? Et pourquoi la piraterie va-t-elle s'éteindre? Comme je te le disais, en 1713 commence une période de paix. Et même si cette paix est relative, les États ont moins besoin d'argent pour financer leur flotte. Ils vont donc pouvoir investir dans la lutte contre les pirates qui empoisonnent le commerce. Les armées et les flottes ne vont plus s'intéresser à leurs anciens ennemis, mais vont cibler exclusivement les pirates. Les villes, elles, se fortifient, et même les navires marchands vont s'armer davantage et s'organiser en convois. Les lois aussi vont se durcir, et sanctionner les équipages de navires de commerce qui se rendent sans combat. En raison de toutes ces mesures, les pirates vont devenir de plus en plus violents. Là où avant les pirates recrutaient sur une base volontaire, ils enrôlent de plus en plus de force leurs nouvelles recrues dont ils ont besoin pour renouveler leurs effectifs. Je rappelle que leur espérance de vie est d'environ 3 ans. L'une des conséquences est que la partie de l'opinion publique, si je puis dire, qui pouvait avoir une appréciation positive de la flibusterie et les soutenir, commence à les craindre et la haine se généralise. En gros, tu es en train de me dire que c'est comme les bobos d'aujourd'hui qui nous parlent des raisons sociales parce que leurs quartiers ne sont pour le moment pas touchés. Et le jour où ils verront débarquer les émeutiers dans leurs rues, leurs immeubles, se faire cambrioler chez eux, se faire tabasser chez eux, changeront sans doute d'avis. En effet. Mais ce qui porte le coup fatal à l'âge d'or, ce sont les pardons royaux de Georges Ier d'Angleterre en 1717, qui leur accordent l'amnistie. Hein? Même si ce n'est pas la première fois qu'une grâce de ce genre est accordée et que son respect est relatif, cette mesure provoque une division chez les hommes de mer qui les affaiblit fortement. Certains acceptent le pardon et le respectent. On pense notamment au capitaine Henry Jennings, qui décédera en 1745, donc bien plus tard. Il aura pu conserver son butin, et il s'est retiré dans sa plantation, d'où il ne fit plus jamais de vagues. Mais citons également le capitaine Benjamin Hornigold, 1680-1719, qui après avoir accepté la grâce royale, aida le nouveau gouverneur des Bahamas, Wade Rogers, 1679-1732, dans sa mission d'éradication de la piraterie. Cet événement marque la fin de la République des corsaires de Nassau, privant du même coup le pirate de leur principal repère. D'autres refusent catégoriquement le pardon, comme le capitaine Charles Vane,
1680-1720, dont le caractère violent et imprévisible limitait ses chances de réinsertion. Beaucoup, enfin, acceptèrent sincèrement ou non la grâce, mais finirent par retomber dans la piraterie, par récidiver. C'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. Et parmi eux, on peut évoquer Jacques Rackham, alias Calico Jack, qui, après avoir accepté la grâce, dilapida rapidement son butin. Contraint à fuir après la découverte de sa liaison adultère avec la fameuse Anne Bonny entre 1697 et 1721, il retournait à la piraterie. Barbe Noire acceptera également le pardon pour le rompre aussitôt. Suite à la fin du délai d'acceptation des pardons royaux, les pirates restants font l'objet d'une implacable traque. Ils sont chassés de toutes parts, parfois même, comme nous l'avons vu, par leurs anciens camarades repentis. Cette impitoyable répression couplée à la raréfaction des prises possibles pousse certains Forbans comme Olivier Levasseur 1695-1730, dit Labuse, à quitter les Caraïbes direction l'Afrique ou l'Asie. Les ultimes pirates restants font l'objet de véritables chasses aux sorcières de la part des autorités. Les sociétés commerciales comme la Compagnie des Indes orientales s'arrogent même le droit d'appliquer une justice sommaire et expéditive. Ainsi peut être puni de mort par pendaison tout acte suspect de piraterie, mais également toute suspicion de complicité avec un acte de piraterie. Les exécutions étant publiques, les corps sont fréquemment exposés pour l'exemple, on assiste à une multiplication des arbres à pendaison. C'est une vague d'exécution pour l'exemple qui fut ordonnée. Donc en fait, tu es en train de me dire que cela s'est arrêté parce que la répression fut systématique et violente, la justice arrêta d'être laxiste, c'est ça? C'est ça. Et si je ne me trompe pas, à l'époque, les jeux vidéo, ça n'existait pas. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à nous laisser un commentaire. Bonne journée!